Au mariage de ma sœur, mon badge accès limité signifiait « pas de repas ». J'ai alors repris mon chèque de 10 000 € sur la table. « Vous n'en aurez plus besoin », ai-je dit avant de partir, ignorant ma famille qui criait mon nom. Je m'appelle Chloé Lambert et j'ai 32 ans. La semaine dernière, au mariage à 200 000 € de ma sœur dans un domaine de 15 millions d'euros dans les Yvelines, on m'a remis un badge gris sur lequel était écrit « Invité à accès limité ». Tandis que ma mère se penchait pour me murmurer « Ça veut dire que tu n'auras pas de place au dîner, Chloé ». J'avais passé 3 ans à économiser 10 000 € pour cette enveloppe. 3 ans de vacances annulées, de repas faits maison et à porter les mêmes vêtements de travail jusqu'à ce que les coutures s'effilochent. Je voulais offrir à ma sœur le cadeau le plus généreux que je pouvais me permettre. Je voulais prouver que j'avais ma place dans cette famille. Au lieu de cela, j'ai reçu un bout de plastique laminé qui m'annonçait que je n'étais pas la bienvenue à la réception. Alors, je me suis dirigé vers la table des cadeaux, j'ai récupéré mon enveloppe et j'ai prononcé 5 mots qui ont fait blêmir ma mère. Mais pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, je dois vous ramener 6 mois avant ce mariage. Sur le papier, la famille Lambert a l'air parfaite. Mon père, Gérard, est un ingénieur mécanique à la retraite qui a passé 35 ans dans la même entreprise. Ma mère, Patricia, travaillait comme guichetière de banque avant de décider que le rôle de femme au foyer lui convenait mieux, surtout une fois que ma sœur a commencé à collectionner les prix d'excellence académique. Et puis il y a Camille, de 3 ans mon aînée, diplômée d'HEC, banquière d'affaires dans un prestigieux cabinet de la Défense, la fille qui donnait une raison à mes parents d'envoyer des cartes de vœux à Noël. Et moi, je suis comptable de niveau intermédiaire dans une petite société de logistique à Montreuil. Je vis dans un studio qui coûte 1 800 € par mois et qui a vue sur un mur de briques. J'ai fait un DUT, puis j'ai intégré une université publique parce que mes parents disaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'envoyer 2 filles dans de grandes écoles. C'est drôle comme ils ont trouvé l'argent pour l'apport de Camille pour son appartement à Neuilly-sur-Seine 3 ans plus tard. En grandissant, j'ai appris à mesurer l'amour en mètres carrés. La chambre de Camille faisait le double de la mienne. Son placard avait des étagères intégrées. Le mien avait une tringle en métal et 3 cintres en plastique d'un magasin à bas prix. Quand elle a eu son bac, mes parents lui ont organisé une fête avec un traiteur et un DJ. Quand j'ai eu le mien, ma mère a dit « On fera quelque chose de simple ». Puis elle a complètement oublié. Mais la chose dont je me souviens le plus clairement, c'est la photo sur la cheminée de notre salon. C'est un portrait de famille de 2015. Mes parents et Camille, debout devant un sapin de Noël, souriant comme s'ils venaient de gagner au loto. Je n'y suis pas. Ma mère a dit que le cadre était trop petit pour nous 4, alors ils m'ont coupé. J'ai passé des années à me dire que ça ne voulait rien dire. J'avais tort. La première fois que j'ai vraiment compris ma place dans cette famille, j'avais 18 ans. C'était en juin 2009, le jour de ma remise de diplôme du baccalauréat. J'avais passé 4 ans à travailler pour ce moment. Mention bien à chaque semestre. Des heures de bénévolat à la bibliothèque municipale, un job à temps partiel dans une boulangerie pour pouvoir m'acheter ma propre robe de bal de promo. Je n'étais pas la major de ma promotion, mais j'étais fier de ce que j'avais accompli. La cérémonie commençait à 14 h. J'ai traversé cette estrade à 14h47, j'ai serré la main du proviseur et j'ai reçu mon diplôme. J'ai souri pour l'appareil photo même si je savais que personne de ma famille n'était derrière. Mes parents n'étaient pas là. Ils étaient à 300 km de là, à faire visiter le campus de la Sorbonne à Camille. Elle était en licence et songeait à faire un master. Ma mère a dit que l'avenir de Camille était une priorité urgente. Tu auras d'autres remises de diplôme. Je n'en ai jamais eu d'autres. La seule personne dans cet auditorium qui était venue pour moi était ma tante Diane, la sœur cadette de ma mère. Elle a conduit 2 heures depuis sa boutique de fleurs à Orléans pour s'asseoir au 3e rang et applaudir quand mon nom a été appelé. Après, elle m'a emmené dîner dans un petit restaurant italien et m'a donné une carte avec un billet de 100 € à l'intérieur. Ta mère m'a fait la même chose une fois, dit-elle doucement, en coupant son escalope milanaise. Quand je me suis fiancé, elle était trop occupée à aider ta grand-mère à réorganiser son service en porcelaine pour venir voir la bague. Je ne savais pas quoi dire. Tante Diane a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Tu ne manques rien, Chloé. Ils ne savent simplement pas encore comment te voir. Mais j'ai passé 15 ans à attendre qu'ils me voient, et je commence à penser qu'ils ne le feront jamais. 6 mois avant le mariage,
mon téléphone a vibré avec un message de notre conversation de groupe familial. Une conversation à laquelle j'avais été ajouté mais où l'on me parlait rarement. Camille avait joint une photo de sa main gauche, un diamant taille coussin de 3 carats scintillant sur fond de ce qui ressemblait à un restaurant sur le toit à Paris. Le message disait « Jean-Baptiste a fait sa demande, l'organisation du mariage commence maintenant. » Jean-Baptiste de Courcy. Je l'avais rencontré exactement 2 fois. Une fois lors d'un dîner de famille où il a passé tout le repas à parler de son handicap au golf, et une fois à l'anniversaire de Camille où il ne m'a pas adressé la parole. Sa famille était de la vieille fortune des Yvelines. Son père était un gestionnaire de fonds spéculatifs à la retraite et sa mère siégeait au conseil d'administration de 3 fondations caritatives différentes. Le genre de personne qui utilisait le passer l'été comme un verbe d'action. La réponse de ma mère est arrivée en quelques secondes. Mon bébé, c'est le plus beau jour de ma vie. Mon père a envoyé un emoji pouce levé. J'ai tapé et effacé 3 messages différents avant de me décider pour « Félicitations, Camille. Je suis heureuse pour vous. » Personne n'a répondu. 2 semaines plus tard, l'invitation est arrivée. Du papier cartonné épais, au moins 600 G. Le lettrage était gaufré en or avec un monogramme personnalisé représentant les initiales C et J entrelacées. Un petit encart informait les invités que le mariage aurait lieu au domaine de la famille de Courcy et que des chambres dans un hôtel voisin avaient été réservées à un tarif réduit de 450 € par nuit. J'ai tenu cette invitation dans mes mains et j'ai pris une décision. Cette fois, ce serait différent. J'offrirais à Camille le cadeau le plus généreux que je pouvais me permettre. Je prouverais à mes parents que j'avais autant de valeur que ma sœur. J'ai ouvert un compte épargne le lendemain. Je l'ai appelé Fonds Mariage. Je ne savais pas que ma mère avait d'autres projets. Il m'a fallu 3 ans pour économiser 10 000 €. Cela peut ne pas paraître impressionnant pour certains, mais quand on gagne 52 000 € par an avant impôt et qu'on vit en région parisienne, chaque euro compte. J'ai arrêté d'aller déjeuner au restaurant. Je faisais mon café à la maison au lieu de l'acheter. Je n'ai pas pris une seule vacance, pas même un week-end dans un endroit bon marché. Quand mon manteau d'hiver a commencé à tomber en morceaux, j'ai recousu la doublure moi-même au lieu d'en acheter un nouveau. Je voulais offrir à ma sœur quelque chose de significatif, quelque chose qui prouverait que je n'étais pas la déception familiale qu'il pensait que j'étais. 3 semaines avant le mariage, je suis allé à ma banque et j'ai demandé un chèque de banque de 10 000 €. La guichetière, une jeune femme aux yeux bienveillants, m'a demandé si je le voulais dans une enveloppe. J'ai dit oui. Puis je suis rentré dans mon minuscule studio et j'ai écrit une lettre à ma sœur. Chère Camille, félicitations pour ton mariage. Je sais que nous n'avons pas toujours été proches, mais j'espère que ce cadeau vous aidera, toi et Jean-Baptiste, à construire une vie merveilleuse ensemble. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Avec tout mon amour, Chloé. J'ai mis le chèque et la lettre dans l'enveloppe, je l'ai scellé et j'ai écrit nos 2 noms sur le devant. Puis j'ai pris une photo de tout, l'enveloppe, le chèque, la lettre, et je l'ai enregistré dans un dossier sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être qu'une partie de moi se doutait déjà de ce qui allait arriver. Le soir même, ma mère a appelé. Sa voix était enjouée et artificielle, comme toujours quand elle voulait quelque chose. Chloé, as-tu déjà acheté ton cadeau? Je pensais que tu pourrais m'envoyer l'argent maintenant, et je le combinerai avec notre cadeau pour la carte. J'ai marqué une pause. Je préférerais le donner moi-même, maman, au mariage. Silence, puis, très bien, comme tu veux. Elle a raccroché sans dire au revoir. Les signes étaient là. Je ne voulais juste pas les voir. 2 mois avant le mariage, Camille a organisé son enterrement de vie de jeune fille au Ritz. Je n'ai pas été invité à aider à l'organisation. Cet honneur est revenu à ses 4 meilleures amies de son école de commerce et à 2 cousines du côté de ma mère. Des cousines que j'avais rencontrées peut-être 3 fois dans ma vie. Des cousines dont les familles avaient de l'argent. J'étais assise à une table dans un coin avec des gens que je ne connaissais pas. Des amis d'amis, le genre d'invités qu'on convie parce que la salle doit paraître pleine. Pendant le toast au champagne, ma mère s'est levée et a parlé des réussites de Camille. HEC, sa carrière, son brillant futur mari. Elle a parlé pendant 7 minutes. Elle ne m'a pas mentionné une seule fois, même pas un merci à Chloé d'être là. Mais le moment que je n'oublierai jamais s'est produit dans les toilettes. Je m'étais éclipsé pour refaire mon maquillage. J'avais un peu pleuré.
Personne ne l'avait remarqué. C'est là que j'ai entendu des voix provenant de l'une des cabines. Ma mère et ma tante Henriette qui chuchotaient. Dieu merci, tu n'en as pas fait une demoiselle d'honneur, a dit tante Henriette. Tu imagines? Les deux Courcy auraient demandé ce qu'elle fait dans la vie. Et après? Ma mère a ri. C'était un son léger, aérien. Je sais. Camille a tout de suite compris. La mère de Jean-Baptiste est très à cheval sur les apparences. Nous ne pouvons rien avoir qui puisse déranger. Je suis resté figé devant le miroir. Mon reflet me fixait. Du mascara avait coulé sous un œil. Dérangeante. C'est ce que j'étais pour elle. Pas une sœur, pas une fille. Une distraction qui pourrait ruiner leur chance d'entrer dans le monde de la famille de Courcy. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça s'améliorerait. Je me suis dit que le jour du mariage serait différent. Une semaine avant le mariage, j'ai reçu un email de l'organisatrice de mariage. L'objet était « Dîner de répétition, liste d'invités finale ». J'ai parcouru les 40 noms de la liste. Les demoiselles d'honneur de Camille, les garçons d'honneur de Jean-Baptiste, les deux pères de parents, les oncles, les tantes, les cousins du côté de Courcy, et même quelques amis d'université de Camille qui étaient arrivés en avance. Mon nom n'y était pas. J'ai lu la liste 3 fois, convaincu de l'avoir manqué. Puis j'ai appelé ma mère. Maman, je n'ai pas reçu d'invitation pour le dîner de répétition. Oh, elle a marqué une pause. Chloé, le dîner de répétition est réservé à la noce et à la famille proche. Les parents de Jean-Baptiste sont très stricts sur le nombre d'invités. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je ne suis pas de la famille proche. Tu sais ce que je veux dire. Ce n'est pas personnel. Les deux Courcy organisent et ils ont beaucoup de personnes importantes à accueillir. Il n'y a tout simplement pas de place. J'ai rouvert l'email. J'ai parcouru les noms. L'amie de Camille, Jessica, est sur la liste. Elle n'est pas de la famille. C'est une demoiselle d'honneur, Chloé. Ne rends pas les choses difficiles. J'avais envie de crier. J'avais envie de lui demander pourquoi Jessica, une femme que Camille connaissait depuis 4 ans, était plus importante que la sœur avec qui elle avait grandi. Mais je savais que ça n'aurait rien changé. Ma mère avait fait son choix il y a longtemps. D'accord, dis-je doucement. Je comprends. Bien. On se voit à la cérémonie. Elle a raccroché. Je suis resté assise dans mon appartement pendant un long moment après ça, à regarder l'enveloppe sur la table de ma cuisine. 10 000 €, 3 ans de sacrifice, et je n'étais même pas invité au dîner de la veille. Mais je croyais encore que le jour du mariage serait différent. Je croyais encore que quand il verrait ce que j'avais fait pour Camille, il me verrait enfin. J'étais si naïve. 3 jours avant le mariage, tante Diane m'a appelé. J'entendais le bruit de ciseaux en arrière-plan. Elle était probablement en train de faire des compositions florales dans sa boutique, comme toujours quand elle avait besoin de réfléchir. Chloé, ma chérie, j'ai entendu parler du dîner de répétition. J'ai soupiré. Ce n'est rien, tante Diane. C'est juste de la logistique. Ce n'est pas de la logistique. Sa voix était plus tranchante que d'habitude. C'est ta mère qui est ta mère. Et je dois te poser une question importante. Veux-tu vraiment aller à ce mariage? La question m'a prise au dépourvu. Bien sûr que je veux. Camille est ma sœur. Camille est ta sœur, a convenu tante Diane. Mais ça ne veut pas dire qu'elle se comporte comme telle. Et Patricia, elle s'est interrompue. Ta mère et moi avons grandi dans la même maison, Chloé. Je sais exactement de quoi elle est capable. Que veux-tu dire? Tante Diane est restée silencieuse un instant. Au mariage de ta mère, j'étais assise à la dernière table, à côté de l'office du traiteur. Elle m'a présenté à la famille de ton père comme ma sœur, celle qui fait des arrangements floraux. Pas par mon nom, pas comme un membre de la famille, juste celle qui fait des arrangements floraux. Je ne savais pas quoi dire. Ta mère ne te déteste pas, Chloé. Elle ne te voit simplement pas comme utile à ses plans. Et en ce moment, son plan est d'impressionner la famille de Courcy. Tu ne corresponds pas à cette image. Alors, que devrais-je faire? Ce n'est pas à moi de décider. Je l'ai entendu poser les ciseaux.
Mais je veux que tu saches quelque chose. Je serai à ce mariage, et si quelque chose arrive, quoi que ce soit, tu ne seras pas seul. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Merci, tante Diane. La famille, ce n'est pas le sang, ma chérie. C'est qui est là pour toi. Souviens-toi de ça. Je ne savais pas à quel point j'aurais besoin de ces mots. 3 jours plus tard, la veille du mariage, mon téléphone a sonné à 23h47. C'était Sophie Robert. Nous étions meilleurs amis depuis l'université, et par une étrange coïncidence, son agence d'événementiel avait été engagée pour coordonner le mariage de Camille. Elle essayait de rester professionnelle, de séparer notre amitié de son travail. Mais ce soir-là, sa voix tremblait. Chloé, je dois te dire quelque chose, et il faut que tu restes calme. Je me suis assise dans mon lit. Qu'est-ce qu'il y a? Je vérifiais le plan de table ce soir. Dernière vérification avant demain. Elle a fait une pause. Ton nom était à la table 3 il y a 2 semaines. Famille de la mariée. Mais quand j'ai regardé aujourd'hui, il a été rayé au stylo et il y a une note à côté. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que dit la note? Elle dit, l'invité recevra un badge d'accès limité, pas de repas. Je ne pouvais plus respirer. Qui l'a écrite? Je ne suis pas sûr, mais je reconnais l'écriture, Chloé. La voix de Sophie a baissé. On dirait celle de ta mère. La pièce s'est mise à tourner. Pas de repas, accès limité. Il ne m'excluait pas seulement du dîner de répétition. Il m'excluait de toute la réception. Sophie, tu es sûre? J'ai pris une photo de la note. Je te l'envoie maintenant. Mon téléphone a vibré. J'ai ouvert l'image et j'ai fixé l'écriture familière. La même écriture soignée qui avait signé mes cartes d'anniversaire pendant 32 ans. L'invité recevra un badge d'accès limité. Pas de repas. Ma mère ne m'avait pas seulement oublié. Elle avait planifié cela délibérément, méthodiquement. Elle voulait mon argent, mais pas ma présence. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais au matin, je savais exactement ce que j'allais faire. Je me suis réveillé le matin du 14 juin avec une étrange sensation de clarté. La panique de la nuit précédente s'était consumée. À sa place, il y avait quelque chose de plus froid, de plus dur, pas exactement de la colère, plutôt une certitude. Je me suis tenu devant mon placard, le même minuscule placard que j'avais depuis 4 ans, et j'ai choisi ma tenue avec soin. Une robe bleu marine que j'avais achetée en solde il y a 2 ans. Simple, élégante, qui n'attire pas l'attention. Le genre de robe que l'on porte quand on veut avoir l'air respectable mais pas mémorable. Je me suis maquillé moi-même. Ton neutre. Une légère application de mascara. Rien qui ne coulerait si je pleurais. Puis je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai rassemblé mes preuves. La capture d'écran du message de ma mère me demandant d'envoyer l'argent en avance. La photo de la note sur le plan de table que Sophie avait envoyé. La photo de mon enveloppe avec le chèque de banque à l'intérieur. Et les coordonnées de Sophie au cas où quelqu'un essaierait de me traiter de menteuse. J'ai mis mon téléphone dans ma pochette à côté de l'enveloppe. Puis j'ai appelé tante Diane. J'y vais quand même, lui ai-je dit. Je m'en doutais. Ça va? Je ne sais pas, mais je dois aller jusqu'au bout. Je dois les voir me le faire en face. Tante Diane est restée silencieuse un moment. Je serai là, Chloé. Je resterai près de la table des cadeaux. Si tu as besoin de moi, regarde juste dans cette direction. Merci. Et Chloé, quoi que tu décides de faire, je te soutiendrai. Même si ça fait que ta mère me détestera pour toujours. J'ai souri pour la première fois en 24 heures. Je pense qu'elle me déteste déjà. Probablement, mais ça ne m'a jamais arrêté. J'ai raccroché, j'ai pris ma pochette et je suis sorti. Il était temps d'affronter ma famille. Le domaine de Coursier ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Architecture classique, colonne blanche, et taillée en forme géométrique parfaite. L'allée était une large courbe de gravier blanc bordée de BMW, de Mercedes et de Range Rover qui coûtaient probablement plus que mon salaire annuel. J'avais pris le RER depuis Paris, puis un taxi depuis la gare. Le chauffeur a sifflé quand nous sommes arrivés devant le portail. Sacrée fête, hein? Quelque chose comme ça.
Je me suis dirigé vers l'entrée où 2 membres du personnel en gilets noirs impeccables se tenaient derrière une table d'accueil. Nappe blanche, composition florale dans des vases en cristal, une pile de badges bien rangés par ordre alphabétique. La femme devant moi, que je ne reconnaissais pas, a donné son nom et a reçu un badge doré étincelant. Je l'ai regardé l'épingler à sa robe et franchir l'entrée sans un second regard. Non, m'a demandé le membre du personnel. Chloé Lambert. Il a parcouru sa liste, puis a tendu la main sous la table. Quand sa main est revenue, il tenait un badge gris. Pas doré. Gris. La couleur du béton. La couleur de quelque chose que l'on préfère ne pas remarquer. Je l'ai regardé. 3 mots imprimés en lettres noires simples. Invité à accès limité. Madame, ce badge vous donne accès uniquement à la zone de la cérémonie. La tente de réception nécessite un badge doré. Je l'ai fixé. Je suis la sœur de la mariée. Son visage a montré une lueur qui aurait pu être de la sympathie. Je suis désolé, madame. Je ne fais que suivre la liste. Avant que je puisse répondre, j'ai senti une main sur mon coude. Je me suis retourné. Ma mère, vêtue d'une robe rose pâle qui coûtait probablement plus que mon loyer, des diamants à son cou, un sourire parfait qui n'atteignait pas ses yeux. Chloé, ma chérie. Parlons en privé un moment. Le membre du personnel a semblé soulagé. Ma mère m'a entraîné vers un massif de rosiers, hors de portée de voix de la table d'accueil. Ne fais pas de scène, dit-elle, toujours en souriant. Quiconque nous regarde penserait que nous avons une conversation agréable. Que signifie accès limité, ai-je demandé. Ma voix était stable. J'en étais fier. Ça veut dire, elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, puis a baissé la voix. Ça veut dire que tu peux assister à la cérémonie, mais il n'y a pas de place pour toi à la réception. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Pas de place. Les parents de Jean-Baptiste ont beaucoup d'invités importants, Chloé. Des associés, des membres du conseil d'administration, des gens qui comptent pour les 2 Courcy. On ne pouvait pas vraiment leur demander de céder leur place pour. Elle s'est interrompue, mais j'ai entendu la fin de cette phrase de toute façon. Pour quelqu'un comme toi. Vous auriez pu me le dire, ai-je dit. Avant que je dépense 300 € pour un billet de train et une robe. Serais-tu venu? Non. Exactement. Elle m'a tapoté le bras comme si j'étais une enfant qui ne comprenait pas. Écoute, reste juste pour la cérémonie, montre-toi, laisse ton cadeau sur la table, et ensuite tu pourras partir. Camille comprendra. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La femme qui m'avait élevé, la femme qui avait oublié ma remise de diplôme, m'avait coupé des photos de famille et chuchoté à mon sujet dans les toilettes. Et maintenant, elle se tenait là, dans sa robe de créateur et ses diamants d'emprunt, me demandant de faire un don de 10 000 € à un mariage auquel je n'étais pas autorisé à assister. Vous voulez mon argent, dis-je lentement. Mais pas moi. Ne sois pas dramatique, Chloé. Quelque chose dans ma poitrine s'est enclenché. Pas cassé, mis en place. D'accord, maman. J'ai souri. Je ne ferai pas de scène. Elle a expiré de soulagement. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai parfaitement joué mon rôle. J'ai hoché la tête quand ma mère a fini son explication. Je l'ai laissé me guider vers la zone de la cérémonie. Un jardin magnifique avec des rangées de chaises blanches et une arche dégoulinant de roses blanches et d'eucalyptus. J'ai pris place au tout dernier rang, près du bord, là où personne ne me remarquerait. La chaise était différente des autres, moins chère, une simple chaise pliante, alors que les 10 premières rangées avaient des sièges rembourrés avec des dossiers hauts. Je me suis assise et j'ai regardé ma famille se préparer pour le plus beau jour de leur vie. Mon père se tenait près du devant, bavardant avec le père de Jean-Baptiste, un homme aux cheveux argentés dans un costume qui coûtait probablement 5 000 €. Ma mère circulait parmi les invités, riant, touchant les bras et faisant ce qu'elle fait toujours, donnant à chacun l'impression d'être la personne la plus importante de la pièce. Tout le monde sauf moi. Camille est sortie de la maison principale dans un nuage de tulle blanc et de dentelle de chantilly. Une robe d'un grand couturier. Je l'avais entendu mentionner le créateur au moins 15 fois. 20 000 € de tissu et de perles qui la faisaient ressembler à une princesse. Elle était magnifique. Je dois le lui reconnaître. La cérémonie a commencé.
Les vœux ont été échangés. Des larmes ont été versées, principalement par ma mère, qui s'est tamponné les yeux avec un mouchoir brodé. Quand Camille et Jean-Baptiste se sont embrassés, 150 personnes se sont levées et ont applaudi. Je suis restée assise. Ensuite, le photographe a rassemblé les familles pour les portraits. Les deux pères de parents, la noce, des parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés. Quelqu'un d'autre de la famille, a crié le photographe. Ma mère a secoué la tête. Non, nous sommes tous là. Je les ai regardés poser devant l'arche de rose, souriant comme la famille parfaite qu'ils avaient toujours voulu être. Et j'ai pensé, pas pour longtemps. La cérémonie s'est terminée par une pluie de pétales blancs et un quatuor à cordes jouant du Mendelssohn. Les invités ont commencé à se diriger vers la tente de réception, une énorme structure blanche qui brillait de l'intérieur comme une lanterne. À travers les ouvertures, je pouvais voir des lustres en cristal suspendus au plafond, des tables drapées de lin ivoire, des centres de tables de fleurs hollandaises importées qui coûtaient probablement plus que mes courses de la semaine. Je suis resté au bord du jardin, regardant ma famille disparaître dans cette lumière dorée. Personne ne s'est retourné. Pendant un instant, juste un instant, j'ai envisagé de partir, de prendre mon enveloppe, de redescendre cette allée de gravier blanc et de ne plus jamais leur adresser la parole. Ça aurait été la chose digne à faire, la chose discrète. Mais j'en avais fini d'être discrète. Une main a touché mon épaule. Je me suis retourné pour trouver tante Diane à côté de moi, ses cheveux argentés relevés en un chignon élégant, vêtue d'une simple robe bordeaux qui semblait en quelque sorte plus royale que tout ce que ma mère portait. « Comment tu tiens le coup, ma chérie ?» Je lui ai montré le badge gris toujours serré dans ma main. Ils ne veulent pas de moi à la réception. Je sais, Sophie me l'a dit. Elle n'avait pas l'air surprise, juste triste. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais récupérer mon enveloppe. Tante Diane a hoché la tête lentement. La table des cadeaux est près de l'entrée. Je suis passé devant tout à l'heure. Elle m'a serré la main. Je serai tout prêt. Tu ne seras pas seul. Merci. Chloé. Elle a soutenu mon regard. Quoi qu'il arrive dans les 10 prochaines minutes, ne t'excuse pas. N'explique pas. Ne leur donne pas la satisfaction de te voir craquer. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne le ferai pas. Elle a reculé et je me suis tourné vers la tente. La table des cadeaux attendait. J'étais à mi-chemin de l'entrée quand un membre du personnel s'est mis sur mon chemin. Excusez-moi, madame. Il était jeune, peut-être 22 ans, avec une expression désolée. Puis-je voir votre badge? J'ai brandi la carte grise. Son visage s'est décomposé. Je suis désolé, madame. Ce badge ne donne pas accès à la zone de réception. Badge doré uniquement. Je comprends. J'ai gardé ma voix calme. Mais je suis la sœur de la mariée. J'ai juste besoin d'eux. Je suis vraiment désolé. Il avait l'air vraiment mal à l'aise. J'ai des instructions strictes. Aucune exception. Par-dessus son épaule, je pouvais voir la réception battre son plein. Des serveurs portant des plateaux de champagne. Des invités riant et discutant. Mes parents, debout près de la table d'honneur, acceptant les félicitations comme s'ils venaient d'accomplir quelque chose de magnifique. Et puis Camille est passée. Elle était toujours dans sa robe de mariée, radieuse et rouge de la cérémonie. Ses yeux ont croisé les miens à travers la foule. Pendant une seule seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait s'arrêter, pourrait dire aux membres du personnel de me laisser passer, pourrait se souvenir que j'étais sa sœur avant d'être un inconvénient. Au lieu de cela, elle a détourné le regard et a continué à marcher. Elle n'a même pas ralenti. Le membre du personnel s'est agité maladroitement. « Madame, si vous souhaitez attendre dehors, je peux. » « C'est bon. » J'ai reculé. Je n'essaie pas d'entrer. Il a semblé soulagé. Je me suis tourné et j'ai marché vers le côté de la tente, où une table blanche recouverte d'un tissu de soie contenait une montagne de cadeaux magnifiquement emballés. Pas de sécurité, pas de surveillance, juste un panneau décoratif qui disait « Vœux de bonheur pour ces J en calligraphie dorée ». Mon enveloppe était là, quelque part. 10 000 € que ma famille s'attendait à recevoir, mais pour lesquels ils ne pensaient pas que je méritais d'être remercié en personne. Il était temps de la reprendre. Je veux faire une pause ici un instant.
Vous avez vu ce qu'ils m'ont fait. Le badge gris, les explications chuchotées, ma propre sœur passant devant moi comme si j'étais invisible. Alors, voici ma question. Que feriez-vous? Partiriez-vous discrètement, confronteriez-vous vos parents, ou feriez-vous quelque chose de complètement différent? Mettez votre réponse dans les commentaires, A, B ou C. Je veux vraiment savoir. Et si cette histoire vous touche en ce moment, cliquez sur le bouton de partage. Quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ça. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. La table des cadeaux était encore plus élaborée de près. Soie ivoire cascadant jusqu'à l'herbe. Pivoine blanche disposée dans des coupes en cristal. Des boîtes emballées dans du papier coûteux avec des rubans coordonnés, le genre que l'on voit dans les grands magasins de luxe. Certains cadeaux étaient clairement chers. Quelques-uns avaient des cartes de marque que je reconnaissais. Cartier, Christofle. Une longue boîte qui aurait pu venir d'un bijoutier. Et là, près du coin gauche, partiellement cachée sous un paquet plus grand, une enveloppe blanche avec une écriture familière, de Chloé Lambert. J'avais écrit ces mots moi-même il y a 3 semaines à ma petite table de cuisine, en espérant que ce cadeau ferait enfin que ma famille me voie différemment. Quelle blague! J'ai regardé autour de moi. Les membres du personnel étaient concentrés sur l'entrée de la tente. Quelques invités s'attardaient à proximité, sirotant du champagne et discutant, mais personne ne regardait la table des cadeaux. Pourquoi le ferait-il? Qui vole à un mariage? Je ne vole pas. Je me suis rappelé. Je reprends ce qui m'appartient. Tante Diane est apparue à la lisière de mon champ de vision, debout près d'un treillis couvert de rosiers grimpants. Elle m'a fait un petit signe de tête. Tu n'es pas seul. J'ai pris une inspiration et j'ai marché vers la table, d'un air décontracté, sans hâte, comme si j'admirais simplement les cadeaux. Mes doigts ont immédiatement trouvé l'enveloppe. Le papier était légèrement froissé dans un coin. Quelqu'un l'avait prise, l'avait regardée et l'avait reposée. Probablement celui qui avait organisé la présentation. Ils avaient vu mon nom. Ils savaient que j'avais donné généreusement. Mais ils avaient quand même décidé que je ne méritais pas d'être là quand Camille l'ouvrirait. J'ai glissé l'enveloppe dans ma pochette d'un mouvement fluide. C'est alors que j'ai entendu des talons claquer sur le dallage derrière moi. Chloé? La voix de ma mère, tranchante, confuse. Qu'est-ce que tu fais? Je m'y attendais, peut-être même que je l'espérais. Ma mère se tenait à 1 mètre de moi, une flûte de champagne à la main, son visage parfaitement maquillé figé dans une expression entre le choc et la fureur. Derrière elle, quelques invités s'étaient retournés pour regarder. Pas beaucoup, mais assez. Je t'ai posé une question, dit-elle, baissant la voix à un sifflement. Qu'est-ce que tu fais à la table des cadeaux? Je reprends mon enveloppe. Tu es. Elle s'est arrêtée. A compris. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. J'ai gardé ma voix calme, comme tante Diane me l'avait appris. Le cadeau n'a pas encore été donné. L'enveloppe n'a pas été ouverte. Légalement et moralement, il m'appartient toujours. C'est ridicule. Remets-la. Tout de suite. Je n'ai pas bougé. De quelque part derrière moi, j'ai entendu une voix familière. Sophie, parlant dans son micro-casque sans fil d'un problème avec la présentation du gâteau. Elle est passée à côté de nous sans croiser mon regard, mais sa main a frôlé la mienne en passant. Et dans ma paume, elle a pressé un morceau de papier plié. Une copie de la note manuscrite qu'elle avait photographiée la veille au soir. L'invité recevra un badge d'accès limité. Pas de repas. De l'écriture de ma mère. J'ai glissé le papier dans ma pochette à côté de mon enveloppe. La preuve, la confirmation, la démonstration que ce n'était pas un oubli ou une erreur. Ma mère avait planifié cela depuis le début. Patricia. Une voix de femme nous a interrompus. Plus âgée, cultivée, avec le léger accent de la vieille bourgeoisie des Yvelines. Est-ce que tout va bien? Je me suis retourné. Éléonore de Courcy, mère du marié, cheveux argentés, perles au cou, des yeux qui ne manquaient rien. Le visage de ma mère est devenu blême. Tout va bien, Éléonore, juste une petite affaire de famille. Mais le regard d'Éléonore s'était déjà posé sur moi, sur mon badge gris, sur la pochette que je tenais un peu trop fermement.
Je vois, dit-elle. Comme c'est intéressant. Les 30 secondes suivantes ont semblé durer 1 heure. Éléonore de Courcy me regardait toujours avec ses yeux vifs et intelligents. Ma mère était figée à côté d'elle, calculant clairement comment sauver la situation, et en arrière-plan, le quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et romantique pendant que 150 invités inconscients célébraient. J'ai regardé le badge gris toujours accroché à ma robe. Puis la tente, dorée et lumineuse, pleine de gens à qui on avait dit que je n'étais pas assez importante pour m'asseoir avec eux. Ma mère a fait un pas vers moi. « Chloé, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Pas aujourd'hui. » « Pourquoi pas aujourd'hui ? » ?»« Parce que c'est le mariage de ta sœur. » »« Vraiment ? » J'ai penché la tête. « Parce que de là où je suis, ça ressemble plus à ton mariage. Ta chance d'impressionner les de Courcy. Ton opportunité de prouver que la famille Lambert a sa place dans leur monde. » Le sourcil d'Éléonore s'est levé presque imperceptiblement. « Ce n'est pas juste, » a dit ma mère. « Juste ? » J'ai presque ri. « Tu m'as demandé l'argent de mon cadeau il y a 3 semaines. Tu le voulais en avance pour pouvoir le combiner avec le tien, pour que Camille pense que la générosité venait de toi. Quand j'ai dit non, tu as décidé de me punir. Ce n'est pas tu as rayé mon nom du plan de table. Tu as donné des instructions pour que je reçoive un badge limité. Tu t'es assuré que je ne puisse même pas m'asseoir pour manger au mariage de ma propre sœur. » Le visage de ma mère était passé de pâle à gris. Éléonore de Courcy n'avait pas dit un mot, mais son expression s'était transformée en quelque chose de froid et d'évaluateur. « J'ai la note, maman. » J'ai tapoté ma pochette. Sophie l'a trouvée. « Ton écriture, tes instructions, pas de repas. » Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère à court de mots. Et c'est là que Camille est apparue à l'entrée de la tente. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» La foule s'est écartée pour ma sœur comme si elle était de la royauté. Camille s'est avancée vers nous dans un nuage de tulle blanc, le visage rouge de ce que j'ai d'abord pris pour de la joie, mais que j'ai rapidement reconnu comme de la rage. Jean-Baptiste la suivait, l'air confus. Plusieurs invités avaient arrêté leur conversation pour regarder. Chloé. La voix de Camille était glaciale. « Qu'est-ce que tu fais à la table de mes cadeaux ?» J'ai sorti l'enveloppe de ma pochette et je l'ai tenue en l'air pour que tout le monde à proximité puisse la voir. « Ceci est mon cadeau pour toi. Un chèque de banque de 10 000 euros. » Un murmure a parcouru les invités qui regardaient. 10 000 euros était une somme importante, même pour cette assemblée. J'ai économisé pendant 3 ans, ai-je continué, en gardant ma voix stable. J'ai sauté des vacances. J'ai fait mon café à la maison. J'ai porté le même manteau pendant 4 hivers parce que je voulais te donner quelque chose de significatif. Parce que je pensais que peut-être, cette fois, tu me traiterais comme un membre de la famille. L'expression de Camille a vacillé. De la surprise, peut-être. Ou de l'inconfort. Chloé, ce n'est pas mais je n'ai pas été invitée au dîner de répétition. Je n'ai pas été autorisée à être demoiselle d'honneur. Et quand je suis arrivée aujourd'hui, on m'a donné ça. J'ai levé le badge gris de ma main libre. Accès limité. Pas de repas. Ta propre sœur n'a pas eu le droit de manger à ton mariage. Le murmure s'est amplifié. Je pouvais voir les invités échanger des regards. Cela n'était pas censé se produire à un mariage comme celui-ci. C'était. Camille a regardé notre mère. C'était pour des raisons de place. Les parents de Jean-Baptiste avaient tellement d'invités. Maman a écrit la note elle-même. J'ai croisé le regard de ma sœur. Elle l'a mise dans le plan de table. Son écriture, sa décision. Elle voulait mon argent, mais elle ne voulait pas de moi. Éléonore de Courcy s'est avancée. Est-ce vrai, Patricia ? La couleur a complètement quitté le visage de ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère paraître si petite. Elle se tenait là, dans sa robe coûteuse et ses diamants d'emprunt, entourée par les personnes même qu'elle essayait si désespérément d'impressionner, et elle ne savait pas quoi dire. Éléonore, je peux expliquer. J'adorerais entendre ça. La voix d'Éléonore était polie, mais assez tranchante pour couper du verre. Parce que, d'après ce que je comprends, vous avez refusé à votre propre fille une place au mariage de sa sœur tout en attendant sa contribution financière. Ce n'était pas comme ça. Alors, comment était-ce, Patricia ?
La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée. Aucun son n'en est sorti. D'autres invités s'étaient rassemblés maintenant. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Même le personnel de service s'était arrêté pour regarder. Jean-Baptiste se tenait à côté de Camille, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs sur terre. Camille m'a attrapé le bras. « Chloé, arrête ça. Tu gâches tout. » Je me suis dégagé. Je ne gâche rien. Je reprends quelque chose qui m'appartient. Tu ne peux pas simplement. Si, je peux. J'ai brandi l'enveloppe une dernière fois. Ce chèque n'a pas été encaissé. Ce cadeau n'a pas été donné. Et après tout ce que vous avez fait, tout ce que tu as laissé maman faire, je le garde. Tu es ridicule. Non. J'ai regardé ma sœur. Vraiment regardé. Peut-être pour la première fois. Pendant 32 ans, c'est moi qui ai été ridicule. Croyant que si j'essayais plus fort, si j'aimais plus fort, si je donnais plus, vous finiriez par me voir comme une égale. Mais vous ne l'avez jamais fait, et vous ne le ferez jamais. J'ai glissé l'enveloppe dans ma pochette. Alors, j'arrête d'essayer. Je me suis retourné pour partir, mais la voix de ma mère m'a arrêté. Chloé Lambert, si tu sors d'ici, tu ne fais plus partie de cette famille. Je me suis retourné. Maman, dis-je doucement. Je n'en ai jamais fait partie. Le silence qui a suivi était assourdissant. 150 personnes se tenaient figées dans un tableau parfait. Flûte de champagne levée, conversations abandonnées, tous les yeux fixés sur la scène qui se déroulait près de la table des cadeaux. Je pouvais voir leurs expressions passer de la curiosité au choc, puis à quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Ma mère a craqué la première. Espèce d'ingrate, d'égoïste. Patricia. La voix d'Éléonore de Courcy a tranché comme une lame. Ce n'est peut-être pas le moment. Ma mère s'est tournée vers elle. Éléonore, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Le regard de la femme plus âgée était glacial. Vous avez exclu votre fille de la réception du mariage de sa sœur. Vous lui avez refusé une place, un repas et la dignité la plus élémentaire. Et vous vous attendiez à ce qu'elle contribue silencieusement à hauteur de 10 000 € de toute façon. Elle a fait une pause. Ce n'est pas un malentendu. C'est un calcul. Jean-Baptiste s'est agité, mal à l'aise. Maman, peut-être que nous devrions. Nous aurions dû être informés de toute la situation avant d'accepter d'accueillir ce mariage. Éléonore n'a pas élevé la voix, mais elle n'en avait pas besoin. La famille de Courcy attache de l'importance à la famille, Patricia. Toute la famille, pas seulement les membres qui sont photogéniques. Ma mère a eu l'air d'avoir été giflée. Camille s'est avancée, des larmes coulant sur son visage. C'est le jour de mon mariage. C'est censé être le plus beau jour de ma vie. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de la culpabilité, exactement, mais quelque chose de proche. Je sais, dis-je doucement. Et je suis désolé qu'il soit perturbé, mais je ne m'excuserai pas de refuser d'être invisible plus longtemps. Je me suis tourné vers tante Diane, qui avait regardé depuis le bord de la foule. Elle s'est approchée de moi et a mis son bras autour de mon épaule. Nous partons maintenant, a-t-elle annoncé à personne en particulier. Passez une excellente réception. Et ensemble, nous avons marché vers la sortie. Derrière nous, j'ai entendu ma mère commencer à pleurer. Le chaos a éclaté au moment où nous avons dépassé le jardin de roses. Je pouvais entendre la voix de Camille monter jusqu'à un cri derrière nous. Les sanglots de ma mère, Jean-Baptiste essayant de calmer tout le monde tout en dirigeant les invités vers la tente. Le quatuor à cordes avait recommencé à jouer, quelque chose de rythmé et de désespéré, comme s'il pouvait restaurer la normalité par la seule force musicale. « Ne te retourne pas », murmura tante Diane. « Continue de marcher. » Mais je me suis retourné, juste une fois. Mon père se tenait au bord de la tente, me regardant partir. Son visage était impossible à lire. Quelque part entre la honte, le chagrin et quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait venir après moi, qu'il pourrait enfin, après 32 ans, me choisir. Il ne l'a pas fait. Il s'est retourné et est retourné aux côtés de ma mère. Tante Diane m'a serré l'épaule. Je sais, ma chérie. Je sais.
Nous avons atteint l'avant du domaine où un taxi attendait déjà. Je l'avais appelé ce matin-là avant de quitter mon appartement. Une partie de moi avait su que je ne resterais pas pour la réception. Tu avais tout prévu, dit tante Diane, impressionnée. J'ai appris que personne d'autre ne prévoit pour moi. Nous sommes montés à l'arrière. Le chauffeur, le même homme qui m'avait déposé plus tôt, nous a regardés dans le rétroviseur. Fête de courte durée, hein? Quelque chose comme ça. Alors que la voiture s'éloignait, je me suis retourné pour regarder le domaine de Courcy rapetisser dans la lunette arrière. Les colonnes blanches, les haies manucurées, la tente brillant d'or contre le ciel de l'après-midi. Quelque part là-dedans, ma famille faisait face aux conséquences de ce que j'avais fait. Et je ne ressentais rien. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste un immense vide épuisé. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Tante Diane a pris ma main. Maintenant, dit-elle, tu commences ta vie. Nous étions à quelques centaines de mètres du domaine quand j'ai entendu des cris. Le chauffeur a ralenti alors qu'une autre voiture s'est arrêtée à côté de nous. Un SUV blanc avec le logo du domaine de Courcy sur la portière. À travers la vitre, j'ai vu Camille sur la banquette arrière, toujours dans sa robe de mariée, du mascara coulant sur son visage. Chloé, arrête-toi. Le chauffeur m'a regardé. Madame ? Continuez de rouler. Mais le SUV nous a coupé la route, nous forçant à nous arrêter. Avant que je puisse réagir, Camille avait ouvert sa portière et courait vers notre taxi dans 20 000 € de tulle ruinée. Tu dois revenir. Elle était essoufflée, désespérée. Tu dois réparer ça. J'ai baissé ma vitre. Il n'y a rien à réparer, Camille. Si, il y a, sa voix s'est brisée. Éléonore est furieuse. Le père de Jean-Baptiste pose des questions. Maman. Maman n'arrête pas de pleurer. Ça ressemble à un problème pour maman, pas pour moi. Chloé, s'il te plaît. Camille s'est appuyée contre la portière de la voiture et, un instant, elle ressemblait à la petite fille qui se faufilait dans ma chambre pendant les orages. Je vais arranger les choses. Tu peux revenir à la réception. Je leur dirai qu'il y a eu une confusion. Une confusion ? Je l'ai dévisagée. Tu penses que c'était une confusion ? C'était. C'était compliqué. Maman voulait. Maman voulait mon argent et tu voulais épouser Jean-Baptiste sans que personne ne pose de questions gênantes sur ta sœur comptable. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une confusion, Camille. C'est un choix. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je suis ta sœur. Oui. J'ai senti la main de tante Diane se resserrer sur la mienne. Et tu as choisi de les laisser me traiter comme si je ne l'étais pas. Camille a ouvert la bouche, l'a refermée. Elle n'avait rien à dire. Retourne à ton mariage, ai-je dit. Tes invités attendent. J'ai remonté la vitre. Roulez. Mon téléphone a commencé à sonner avant que nous n'atteignions la route principale. Maman, papa, Camille, maman encore. Des numéros inconnus qui étaient probablement des parents appelant au nom de quelqu'un d'autre. Je les ai tous mis en silencieux et j'ai regardé par la fenêtre la campagne des Yvelines. Collines verdoyantes, murs de pierre, maisons avec des garages pour 3 voitures et des cours de tennis. Tu as le droit de ressentir des choses, dit tante Diane doucement. Ce n'est pas rien. Je sais, j'ai dégluti. Mais je ne peux pas les ressentir encore. Pas tant que je suis encore dans cette voiture. Pas tant que je peux encore voir cette maison au loin. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon père. Quelque chose en moi, un vieil espoir enfantin, m'a fait répondre. Chloé. Sa voix était faible, tendue. S'il te plaît, reviens. Ta mère est. Elle ne gère pas bien la situation. Elle ne gère pas bien la situation ? Je sais comment ça paraît. Vraiment ? J'ai senti la colère monter, traversant l'engourdissement. Papa, ils m'ont donné un badge gris. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas manger. Ils voulaient mon argent mais pas ma présence. Et tu es resté là. Tu as laissé faire. Silence. Je ne savais pas pour le badge. Tu n'as pas demandé. Ma voix s'est légèrement brisée et j'ai détesté ça. En 32 ans, tu n'as jamais demandé une seule fois comment j'étais traité.
Tu as juste. Tu as laissé maman gérer. Tu as laissé Camille être l'importante. Et tu ne m'as jamais, jamais protégé. Chloé. Je ne reviens pas, papa. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Tu ne peux pas simplement couper les ponts avec ta famille. Regarde-moi faire. J'ai raccroché. Tante Diane n'a rien dit. Elle s'est juste penchée et m'a doucement pris le téléphone de ma main tremblante. Tu pourras le récupérer plus tard, dit-elle. Quand tu seras prête. Le taxi a continué sa route. Derrière nous, le domaine de Coursier a disparu à l'horizon. Je ne me suis plus retourné. Les larmes ne sont venues que lorsque nous sommes arrivés à la gare. Tante Diane avait insisté pour retourner à Paris avec moi. Nous nous sommes assises dans un coin tranquille du quai du RER, entourés de voyageurs du week-end qui n'avaient aucune idée que mon monde entier venait de s'effondrer et de se reconstruire en l'espace de 2 heures. Je l'ai vraiment fait. Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles. J'ai vraiment pris l'enveloppe et je suis parti. Oui, tu l'as fait. Ils vont me détester. Tante Diane m'a serré contre elle. Certains d'entre eux, oui, mais ma chérie, ils ne te traitaient pas avec amour pour commencer. Tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as jamais eu. Les larmes sont venues alors, pas les larmes délicates et photogéniques que ma mère produisait sur commande, mais des sanglots laids et haletants qui secouaient tout mon corps. J'ai pleuré pour la remise de diplôme qu'ils avaient manqué, pour le portrait de famille dont ils m'avaient coupé. Pour les 32 ans que j'avais passé à croire que si seulement je les aimais assez fort, ils m'aimeraient en retour. Ça n'allait jamais être suffisant, n'est-ce pas, ai-je chuchoté. Peu importe ce que je faisais. Non, ma chérie, ça ne l'était pas. Tante Diane m'a caressé les cheveux comme elle le faisait quand j'étais petite. Certaines personnes ne sont pas capables de voir la valeur des autres. C'est un défaut en eux, pas en toi. Le train est arrivé. Nous sommes montés en silence. Alors que le paysage des Yvelines laissait place au contour gris de Paris, mon téléphone a vibré une dernière fois. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un SMS de Sophie. Éléonore a emmené Camille dans une pièce privée après ton départ. Personne ne sait ce qui s'est passé, mais Camille pleurait en sortant. Je pense que les choses sont sur le point de changer pour ta famille. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai rangé mon téléphone et j'ai fermé les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai quitté le mariage de ma sœur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi avec mes parents, avec Camille, avec Éléonore de Courcy, je ne l'avais pas vu venir. Avant de vous raconter le reste, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu à fixer des limites avec votre famille? Commentez ci-dessous. A. Si vous l'avez fait, B. Si vous y songez, ou C. Si vous avez besoin de courage. Et si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner. La fin vous surprendra. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer pendant 3 jours. J'ai désactivé les notifications, mais je pouvais voir le compteur grimper chaque fois que je jetais un coup d'œil à l'écran. Appels manqués, 47, SMS, plus d'une centaine, messages vocaux que je ne pouvais me résoudre à écouter. Le lundi après le mariage, je suis allé à ma banque pendant ma pause déjeuner et j'ai annulé le chèque de banque. Le guichetier, un autre que la fois précédente, m'a demandé si quelque chose n'allait pas. Changement de programme, ai-je dit. Je garde l'argent. Ce soir-là, tante Diane a appelé de sa boutique de fleurs. J'ai entendu des choses, dit-elle, des ciseaux cliquetant en arrière-plan. Éléonore de Courcy a eu une très longue conversation avec ta mère après ton départ. Ta mère m'a appelé ce matin pour me reprocher de t'avoir encouragé. Que as-tu dit? Je lui ai dit que je n'avais rien encouragé. Tu as fait ton propre choix. Une pause. Je lui ai aussi dit que si elle t'avait traité avec une dignité élémentaire, rien de tout cela ne serait arrivé. Comment l'a-t-elle pris? Elle m'a raccroché au nez. Donc, comme prévu. J'ai presque ri. Et Camille? La voix de tante Diane s'est adoucie. D'après ce que j'entends, la lune de miel a été tendue. Éléonore a dit quelque chose à Camille en privé. Personne ne sait exactement quoi, mais apparemment il y a eu des larmes. Jean-Baptiste a essayé d'arranger les choses, mais Éléonore est. Eh bien, c'est Éléonore. Elle n'oublie pas.
J'ai digéré cela en silence. Une partie de moi voulait se sentir vengé, mais surtout, je me sentais juste fatigué. Que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. Tu avances, ma chérie. Tu as passé 32 ans à attendre qu'il change. Maintenant, tu arrêtes d'attendre. J'ai regardé autour de mon minuscule studio. La cuisine exiguë, la vue sur le mur de briques, le porte-enveloppe vide sur mon bureau. Je pense que je peux faire ça. 2 semaines après le mariage, 3 choses se sont produites. Premièrement, ma promotion a été confirmée. Je travaillais pour devenir comptable senior depuis presque 2 ans et le timing semblait presque cosmique. Ma patronne, une femme pragmatique nommée Marguerite qui n'avait aucune patience pour les drames, m'a convoqué dans son bureau un mardi après-midi. Tu l'as mérité, Chloé. Quoi qu'il se passe dans ta vie personnelle, tu n'as jamais laissé cela affecter ton travail. Elle a fait glisser un dossier sur son bureau. Augmentation de 12%, nouveau titre, tu commences le mois prochain. Je l'ai remercié et j'ai réussi à ne pas pleurer avant d'atteindre les toilettes. Deuxièmement, ma mère a laissé un message vocal. Je les supprimais sans les écouter, mais quelque chose dans celui-ci m'a fait marquer une pause. Sa voix était différente. Pas le ton sec et autoritaire auquel j'étais habitué, mais quelque chose de plus mince, presque fragile. Chloé, je sais que tu n'écoutes pas ces messages, mais j'ai besoin que tu saches que qu'Éléonore m'a parlé de la famille, de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Une longue pause. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a dit, mais j'ai réfléchi. Peut-être. Peut-être que nous devrions parler. J'ai sauvegardé le message vocal. Je n'ai pas rappelé. Troisièmement, mon père a envoyé un email. Pas au groupe familial, juste à moi. Privé. Chloé. Je ne sais pas comment dire ça, alors je vais juste le dire. Je suis désolé. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû prendre la parole. Je ne l'ai pas fait, et c'est un échec avec lequel je devrais vivre. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de savoir que je le vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait. Si jamais tu veux parler, je suis là. Papa. J'ai lu l'email 7 fois. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Peut-être un jour ». 1 mois après le mariage, j'ai écrit l'email que je composais dans ma tête depuis des années. Je me suis assise dans mon café préféré, un petit endroit près de mon appartement qui faisait d'excellents flat white, et j'ai fixé le curseur clignotant pendant un long moment avant de commencer à taper. Chère maman, papa et Camille, je n'écris pas ceci pour vous blesser. J'écris parce que j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne suis plus en colère. La colère demande de l'énergie et j'ai passé trop d'années à donner mon énergie à des gens qui ne l'appréciaient pas. Ce que je ressens maintenant est plus proche de la clarté. Pendant 32 ans, j'ai essayé de gagner une place dans cette famille. Je suis restée silencieuse quand j'aurais dû parler. J'ai donné quand j'aurais dû retenir. J'ai accepté un traitement que je n'aurais jamais toléré de la part d'étrangers parce que je croyais que la famille signifiait endurer la douleur. J'avais tort. La famille, c'est se choisir les uns les autres. C'est être présent même quand c'est inopportun. C'est traiter quelqu'un avec dignité même quand, et surtout quand, personne ne regarde. Vous ne m'avez pas choisi et je ne peux pas vous y forcer. Mais je peux me choisir moi-même. Et c'est ce que je fais maintenant. Ce n'est pas une porte qui se ferme. C'est une porte qui a enfin une serrure. Si l'un de vous veut un jour une relation bâtie sur le respect, pas sur l'obligation, vous savez comment me joindre. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Sincèrement. Chloé. J'ai mis tante Diane en copie. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Les réponses sont arrivées en quelques heures. Celle de ma mère était défensive. Celle de Camille était larmoyante. Celle de mon père était en 2 mots, je comprends. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Au lieu de cela, j'ai fini mon café, j'ai payé l'addition et je suis sorti sous le soleil d'automne. J'avais une vie à construire. 6 semaines après le mariage, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. 1 2 pièces, un vrai placard, une fenêtre qui donnait sur un petit parc au lieu d'un mur de briques. Le loyer était plus élevé, mais je pouvais me le permettre maintenant. En partie grâce à ma promotion, et en partie parce que j'avais 10 000 € qui n'allaient nulle part ailleurs.
Tante Diane est venue d'Orléans pour m'aider à déballer. Nous avons passé toute la journée à arranger les meubles, à accrocher les rideaux et à nous disputer sur le meilleur emplacement pour la petite collection de succulentes que j'avais commencée. Celle-ci a besoin de plus de lumière, dit-elle en tenant une écheveria particulièrement têtue. Et ce coin a un bon soleil d'après-midi. Crois-moi, je fais pousser des plantes depuis 40 ans. Je l'ai laissé gagner cette dispute. Vers le coucher du soleil, nous avons fait une pause et nous nous sommes assis sur mon nouveau balcon avec des verres de vin bon marché. En dessous de nous, des enfants jouaient dans le parc pendant que leurs parents consultaient leur téléphone sur les bancs. La vie normale, la joie ordinaire. Je t'ai apporté quelque chose, dit tante Diane. Elle m'a tendu une photographie encadrée. Moi, à ma remise de diplôme du bac, serrant mon diplôme et souriant malgré les larmes dans mes yeux. Je me souvenais de ce moment. C'était juste après la cérémonie, juste après avoir réalisé que mes parents n'étaient pas là. Tu as gardé ça? Je l'ai eu sur mon bureau pendant 15 ans. Elle a souri. Je me suis dit qu'il était temps qu'elle soit accrochée là où elle doit être. J'ai fixé l'image. La moi plus jeune, la moi pleine d'espoir, la moi qui croyait encore que les choses s'amélioreraient si je continuais d'essayer. Merci, ai-je murmuré, pour tout. D'avoir été là quand il ne l'était pas. Tante Diane a mis son bras autour de mon épaule. C'est ce que fait la famille, ma chérie. La vraie famille. J'ai accroché la photo au-dessus de mon bureau ce soir-là. Pour la première fois, j'avais hâte de rentrer à la maison. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir aux raisons pour lesquelles ma famille a fait ce qu'elle a fait. Ma mère, Patricia, a grandi dans une maison où le statut était tout. Ses parents mesuraient la valeur en titres et en tranches d'imposition. Quand Camille a épousé un membre de la famille de Courcy, maman a vu sa propre rédemption, une chance d'appartenir enfin au monde qu'elle avait toujours envié. Je ne faisais pas partie de ce tableau. Non pas parce qu'elle me détestait, mais parce que je ne correspondais pas à sa vision de ce que les Lambert pouvaient devenir. Les psychologues ont un terme pour cela, la réussite par procuration. Quand les parents vivent à travers le succès de leurs enfants parce qu'ils se sentent inadéquats dans leur propre vie. Maman ne pouvait pas gravir l'échelle sociale elle-même, alors elle s'est accrochée au parcours de Camille. Et quiconque menaçait ce récit, y compris sa propre fille, devenait sacrifiable. Camille n'était pas malveillante. Elle était complice. Elle a grandi en croyant que le monde lui devait plus parce qu'elle réussissait plus. Quand maman a suggéré de déclasser mon rôle au mariage, Camille ne s'est pas opposée parce que s'opposer lui aurait coûté quelque chose. Les enfants en or ne remettent pas en question les systèmes qui les avantagent. Et papa était le facilitateur. L'homme qui maintenait la paix en ne prenant jamais parti, ce qui en pratique signifiait toujours prendre le parti de maman. Son silence n'était pas neutre. C'était un choix. Mais voici ce que j'ai appris. Comprendre pourquoi quelqu'un vous a blessé ne signifie pas que vous devez l'accepter. La compassion et les limites peuvent coexister. Je ne déteste pas ma famille. Je les plains un peu. Ils sont piégés dans une maison construite sur un amour conditionnel, et ils ne voient même pas les murs. Mais je ne suis plus piégé. Si vous regardez cette vidéo et que vous attendiez la permission d'arrêter d'accepter moins que ce que vous méritez de la part de votre famille, de vos partenaires, de n'importe qui, considérez ceci comme votre signe. Vous avez le droit d'aimer les gens et de vous éloigner d'eux. Vous avez le droit de protéger votre paix. Vous avez le droit de vous choisir. Et vous n'êtes jamais obligé de rester à une table où vous n'êtes pas nourri.